Le HPI est uniquement un avantage. Non, pas uniquement. Le HPI est systématiquement lié à des troubles du comportement ou des difficultés sociales. Pas du tout. Tous les enfants HPI réussissent forcément bien à l'école. Non, pas forcément. Les enfants à haut potentiel sont des génies ou des petits prodiges. Non, Le HPI est synonyme de facilité et de confort. plutôt oui. Le surdiagnostic ou la mode du HPI est un phénomène réel. Je crois. Le Pas sûr. HPI, le HPI doit être pris en compte dans les notes et les évaluations. Non, Il est nécessaire d'accélérer la scolarité des enfants à haut potentiel. pas toujours. Bon, vous l'avez compris, on parle des enfants à haut potentiel intellectuel, HPI. Ces enfants suscitent de nombreuses représentations, parfois inexactes, voire exagérées. Ces stéréotypes influencent donc la manière dont les enseignants, les parents et même les enfants eux-mêmes perçoivent le haut potentiel. Il semble essentiel de dépasser ces stéréotypes pour offrir un accompagnement adapté à ces enfants. Nous allons voir avec mon invité, Nicolas Gauvry, enseignant-chercheur et coordinateur de l'ouvrage Psychologie du haut potentiel, comment accompagner au mieux ses élèves et déconstruire certaines idées reçues. Bienvenue Nicolas. Bienvenue, bonjour. Alors, mettons les pieds dans le plat, quelles sont les idées fausses les plus courantes sur les enfants à haut potentiel? Je pense que l'idée générale la plus courante, parmi les idées fausses en tout cas, c'est que le haut potentiel est fréquemment associé à des troubles ou des difficultés. Alors ça peut être vraiment des troubles comme des troubles de l'attention. Parfois certains confondent même le haut potentiel avec les troubles du spectre autistique, euh, ou, voilà, ou le TDAH ou d'autres choses, mais ça peut être aussi des difficultés, donc on suppose qu'ils ont des difficultés sociales, émotionnelles par exemple. Et c'est pas le cas. C'est pas le Ok. cas en général. Hmm. D'autres idées reçues qu'on va déconstruire ensemble pendant une heure? Alors il y a des idées reçues sur l'école qui vont dans les deux sens. On suppose parfois que tous les élèves à haut potentiel sont brillants et réussissent très très bien à l'école, ce qui est pas vrai parce que c'est exagéré. Et on suppose parfois à l'inverse qu'ils ont des difficultés, au contraire à l'école, qu'ils ont du mal à comprendre les consignes, ce qu'on attend d'eux, et que même parfois on suppose que le haut potentiel c'est un facteur d'échec scolaire, ce qui est complètement contraire aux données disponibles. Hmm. Aucune autre idée fausse à mettre sur le tapis à ce stade? Il y en a plein. Non, mais c'est pas mal de les mettre là au centre de la table et de se dire, OK, allez, déconstruisons tout ça. Alors, du coup, si c'est pas un trouble, comme vous me le disiez, comment on définit le haut potentiel intellectuel? Alors pour définir le haut potentiel intellectuel, je pense que pour bien comprendre la définition en fait, que je vais donner juste après, il faut revenir peut-être à l'origine de l'étude du haut potentiel, et des précurseurs. Et ce qu'il y avait avant l'étude du haut potentiel, et qui a déterminé, je pense, l'émergence des recherches sur le haut potentiel, c'est l'étude de ce qu'on appelait les génies, entre guillemets. C'est plus du tout utilisé en science ce mot de génie, mais au 19e siècle, fin 19e siècle, il y a des gens qui travaillaient là-dessus, qui voulaient savoir si le génie était héréditaire notamment. C'était une des premières questions qui s'est posée. Et ce qu'on appelait un génie à l'époque, ce qui est un peu un mélange de plein de choses, un génie c'est quelqu'un qui est capable de produire des choses exceptionnelles dans le domaine intellectuel, donc par exemple de révolutionner une science ou la philosophie, qui est reconnu pour ses travaux. Donc il fallait à la fois produire quelque chose d'exceptionnel et être connu. Alors comme il y a en plus cette composante de renom, évidemment ça brouille beaucoup les pistes. Bon, mais ça c'était sur le génie. Et ensuite on s'est demandé, est-ce que chez des enfants on peut déterminer, observer, prédire
lesquels pourraient éventuellement devenir des génies. Et en gros, l'idée de départ, c'était ça. Un haut potentiel, dans la définition idéale, ce serait quelqu'un qui a ce qu'il faut, entre guillemets, pour pouvoir éventuellement devenir un génie. Après, la grande question, c'était de savoir ce qu'il faut. Je ne sais pas si on peut Oui, détailler un peu. c'est ça. Ah bah oui, oui, j'aimerais bien savoir ce qu'est ce qu'il faut. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Là, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir révolutionner la culture humaine? Hem, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça, qui arrivent à des conclusions très différentes. Un exemple que j'aime bien donner parmi mais vraiment il y a une multitude de modèles et d'idées différentes. Et pour en donner un qui n'est pas celui qui s'est imposé finalement en sciences, mais que je trouve intéressant, je peux parler du modèle des 3 anneaux de Joseph Renzulli. Joseph Renzulli, donc c'est un psychologue américain et lui, ce qu'il dit, c'est que pour être à haut potentiel, donc pour avoir ce qu'il faut donc, il faut 3 composantes qui doivent être en interaction sur le même objet. Je vais expliquer. La première, c'est l'intelligence, dans le même sens qu'on entend intelligence, quand on utilise les tests de QI, c'est-à-dire en gros une sorte de capacité générique cognitive, facilité à apprendre, rapidité, et cetera. Ouais, qualité du raisonnement, des choses comme ça. Mais ce que dit Renzulli, c'est que ça suffit pas parce que si on a juste l'intelligence, comme ça on est efficace. Mais efficace, ça donne pas des révolutions, ça donne, voilà, des gens qui savent bien appliquer des choses et le faire correctement. Donc il rajoute une deuxième composante qui est la créativité. La créativité qui permet d'avoir des idées originales et pas seulement d'appliquer correctement la logique et d'autres choses. Et il continue en disant même ces 2 éléments-là, ça suffit pas, intelligence et créativité, c'est très important, mais si on n'a que ça, on va pas non plus révolutionner quoi que ce soit, parce que quoi qu'on fasse, même en étant très intelligent et très créatif, il faut en plus être capable de beaucoup travailler, avancer, et donc il faut ce qu'il appelle un engagement dans la tâche. Et il précise ensuite que non seulement il faut ces 3 éléments, donc c'est ce qu'il appelle les 3 anneaux, intelligence, créativité, engagement dans la tâche, mais il faut en plus qu'elles portent sur le même objet, parce que quelqu'un, par exemple, qui est très fort en mathématiques, très intelligent et très créatif en mathématiques et qui décide de faire du piano, même en travaillant beaucoup le piano, ça va pas forcément donner quoi que ce soit. Donc il faut ces 3 éléments sur le même objet. Voilà, ça c'est un des très, très nombreux modèles qu'il peut y avoir. Les théoriciens ne sont pas d'accord sur les différents éléments qu'il faut mettre, sur, le fait que le haut potentiel, ça porte sur quelque chose de général ou spécifique. Hein, par exemple, moi je parle toujours de haut potentiel intellectuel en général, en supposant que quelqu'un pourrait être capable de révolutionner quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mais certains pensent que le haut potentiel devrait être défini de manière beaucoup plus locale, en disant qu'on pourrait être à haut potentiel, par exemple, que en géométrie, ou que pour écrire des romans, ou quelque chose comme ça. Donc c'est voilà, c'est juste un des exemples de questions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce qui s'est finalement imposé en science, c'est une définition beaucoup plus simple, pour différentes raisons. Alors une des raisons, c'est qu'il faut en science une définition qui soit relativement simple et surtout pratique. C'est-à-dire qu'évidemment, si on a une très belle définition théorique, mais qu'on est incapable de dire quand on voit un gamin s'il est à haut potentiel ou pas, ça ne nous permet pas d'avancer. Et donc voilà, la définition, je la donne maintenant, c'est on dit qu'une personne est à haut potentiel si elle a un QI supérieur à 130. Ça veut dire qu'on garde des 3 anneaux, si je compare, au modèle des 3 anneaux de Renzulli, on ne garde que la composante intelligence. C'est pas par hasard qu'on garde celle-ci, c'est que c'est peut-être l'élément qui revient le plus souvent, c'est-à-dire en fait qui revient tout le temps dans tous les modèles, il est question d'une intelligence supérieure. Renzulli a rajouté créativité, engagement, d'autres rajoutent des choses qui ressemblent à la créativité, parfois il y a la sagesse, il peut y avoir plein d'éléments, mais il y a toujours cet élément central d'intelligence. Donc on a regardé en fait que le cœur, voilà. On a gardé le cœur de tous les modèles, qui est l'intelligence. Et alors pourquoi 130? Parce qu'en fait l'idée c'est juste, on va dire qu'un enfant est à haut potentiel s'il a un QI très supérieur à la moyenne, donc une intelligence générale très supérieure. Et le seuil de 130 est en fait conventionnel, assez arbitraire. C'est-à-dire que c'est 130 qui semble s'imposer, mais certains auteurs préféreraient qu'on prenne 125, 120, d'autres 145. Et en fait, il n'y a pas de raison statistique. Quand on regarde les données, il n'y a pas de raison particulière de choisir 130, parce qu'il ne se passe rien de particulier à 130. Mais simplement, il fallait que ça corresponde à un certain seuil de rareté quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde.
Sinon on peut dire que tout le monde est à haut potentiel, mais du coup, bah, ça devient pas très efficient comme définition. Et je pense important de garder en tête cette idée que le seuil de 130 a quelque chose d'arbitraire, qu'il se passe rien de particulier à 130, parce qu'en fait, on opère un découpage dans un continuum quand on fait ça. Il se passe la même chose, voilà, il se passe la même chose avec ce qu'on appelait avant, la déficience intellectuelle ou le retard mental. Maintenant, la définition a un peu changé, mais autrefois, la définition du retard mental ou de la déficience intellectuelle, c'était un QI inférieur à 70. Mais c'est pareil, 70, il ne se passe pas quelque chose de particulier. Et des enfants peuvent avoir besoin d'aide avec un QI de 72, et puis pas autant peut-être que quelqu'un qui a un QI de 72 avec un QI de 68. Mais simplement, voilà, on regardait un seuil de rareté, ça correspond à 2 écarts types de la moyenne pour le QI, ce qui veut dire, vu la forme de la distribution des QI, que ça correspond à 2,3% de la population. Donc il y a à peu près 2,3% de HPI, comme il y a 2,3% de retards mentaux à l'époque où on parlait de ça. Mais du coup, à vous écouter, si effectivement, voilà, il a fallu, se donner un seuil, arbitraire, s'il y a des divergences sur, enfin des divergences, en tout cas pas que des convergences sur la définition, heu, le diagnostic, il repose sur quoi? S'il y a diagnostic? Alors oui, on parle d'identification plutôt que de diagnostic, puisque diagnostic, c'est réservé aux troubles. Bah, l'identification, habituellement, elle se base uniquement sur le QI, mais c'est exactement comme encore une fois, hein, c'est comme pour quand on parlait de ça, du retard mental, c'était un résultat d'un test de QI et de la même manière, on opérait un découpage qui a quelque chose aussi d'arbitraire. Ouais, donc c'est quelque chose d'assez courant. En fait, je crois que c'est une erreur de considérer que des choses comme le retard mental, l'autisme ou le HPI existent en soi et que les chercheurs sont là pour le découvrir. En fait, c'est des catégories que nous-mêmes on crée en les définissant. Et donc on aurait pu prendre d'autres définitions du HPI. Voilà, certains chercheurs préfèrent s'appuyer plus sur la définition de Renzulli, par exemple. Mais voilà, c'est la définition qui s'est le plus imposée. Euh, devrait, je pense, être admis simplement parce que c'est important d'avoir un consensus. Après, on n'a pas l'équivalent pour le HPI de ce qu'il y a pour les troubles, où on a un manuel mais qui est régulièrement mis à jour. Donc c'est pareil, ce manuel, en fait, il évolue au fil du temps. Mais au moins qu'on se mette d'accord sur une définition. Donc comme c'est celle qui s'est imposée parmi les chercheurs, je pense que c'est... Ce que vous dites finalement, c'est que, ce qui est important, c'est d'identifier un certain type de fonctionnement chez certains élèves pour pouvoir les accompagner au mieux. Quelle que soit, la case, entre guillemets, dans laquelle on pourrait le catégoriser. Voilà, on pourrait dire ça. En fait, euh, si j'essaie de le dire peut-être vraiment plus précisément, je dirais, il y a certains élèves qui sont particulièrement doués et qui ont besoin d'aide. Et en général, ça correspond plus ou moins bien au profil HPI. C'est-à-dire que parmi les élèves qui ont un QI supérieur à 130, il y en a une certaine proportion pour qui on peut faire des aménagements pédagogiques qui sont utiles. Mais en fait, c'est pas pour tous et c'est pas les seuls aménagements. Et dans les documents officiels qui ont été révisés en 2019 en France, par exemple, le Vademecum, donc le Vademecum, c'est un document publié par l'Éducation nationale à destination des enseignants pour leur dire quoi faire avec les élèves à haut potentiel. C'est précisé dans le Vademecum que des choses comme le saut de classe, par exemple, qui peut parfois être envisagé pour les élèves à haut potentiel, ça n'est pas nécessairement une bonne idée pour tous les élèves à haut potentiel, d'une part, et parfois c'est une bonne idée pour des élèves qui ne sont pas à haut potentiel. En fait, c'est un indicateur, voilà, c'est un indicateur, le haut potentiel, qui laisse penser que, donc ça peut appuyer, disons, une demande de saut de classe, par exemple, mais ça ne devrait pas être le critère absolu. D'accord. Un élève au potentiel dans une classe, c'est un élève qu'on identifie, comme, répondant très vite, allant plus loin que la réponse qu'on imagine, qui s'ennuie peut-être. Complétez avec moi ce tableau, ces signes qui nous font dire: «Ah, cet élève-là, je vais me poser des questions».
On devrait le Oui, poser c'est se ça, voilà. poser sur tous les enfants, hein, mais Ouais. Mais ça correspond bien. En fait, encore une fois, il y a des stéréotypes opposés. C'est une des choses qui m'a étonné quand j'ai commencé à regarder ça, c'est qu'il y a des stéréotypes complètement opposés. Donc d'un côté, parfois, on imagine l'élève au potentiel en difficulté à l'école, seul, isolé, qui n'arrive pas à se faire des amis, qui a des problèmes émotionnels et en plus en échec scolaire. Et ça arrive effectivement dans certains cas, mais c'est rare. C'est plus rare chez les élèves à haut potentiel que chez les autres. Et donc le stéréotype, si vous voulez dire dans le plus courant en tout cas de l'élève au potentiel, c'est plutôt ce que vous dites, donc un élève plutôt rapide. Et alors on peut, les bons indices sont toujours cognitifs. C'est-à-dire c'est pas à partir de sa personnalité ou de son comportement social ou de sa gestion des émotions qu'on va pouvoir identifier le haut potentiel. Mais par contre, un élève qui apprend très vite, qui réussit sans travailler, qui a un vocabulaire particulièrement avancé, qui a une très bonne mémoire, qui répond de manière originale si on pense à Renzulli, mais la créativité, c'est un peu lié quand même aussi au QI. Tout ça sont des bons indices. Et pour l'ennui, c'est un peu particulier, parce que, alors j'ai trouvé qu'une étude, quand j'ai cherché sur cette question de l'ennui, qui l'abordait en lien avec le HPI. Et donc, du coup, ça prenait avec des pincettes. Mais voilà, dans cette étude, ce qu'ils trouvent, c'est que tous les élèves s'ennuient indifféremment, qu'ils soient au potentiel ou pas, à l'école, mais ils ne s'ennuient pas pour les mêmes raisons. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait préciser. En fait, un élève qui s'ennuie parce qu'il trouve que ça ne va pas assez vite et que c'est trop facile, ça, c'est un signe de haut potentiel. OK. Hem, Vous parliez de fonctionnement, cognitif. Allons-y. Décrivons, si vous voulez bien, le fonctionnement cognitif d'un élève et puis on passera sur le fonctionnement social, affectif pour, avoir, en tête, nous enseignants, heu, ce à quoi il faut être vigilant pour pouvoir accompagner au mieux ses élèves. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une idée fausse qui est que les HPI auraient un mode ou une façon de raisonner différente, qualitativement différente des autres. Ouais, ils ne pensent pas d'une autre manière que les autres. Peut-être pour illustrer ça, je peux parler de cette idée assez répandue de penser en arborescence que certains interprètent comme, je vais prendre encore un exemple pour être encore plus particulier. Parfois on imagine ça, on dit si on donne à un élève un exercice de mathématiques, par exemple de proportionnalité, on décrit 2 types de raisonnement. Il y aurait l'élève ordinaire qui a une pensée linéaire, on dit ça parfois, c'est-à-dire que lui, il reconnaît un problème de proportionnalité et il met en branle une liste de choses qu'il a apprises à l'école où on lui dit quand on a un problème de proportionnalité, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis on arrive au résultat. Voilà, supposer qu'il réussisse, ça donnerait ça. Bon, ça c'est très caricatural, parce qu'en fait, les élèves ne sont pas comme ça. Ils ont souvent plusieurs idées, et en plus, dans les... Autant il y a 50 ans, peut-être on enseignait la proportionnalité comme ça, autant aujourd'hui, on fait passer justement aux élèves l'idée qu'il y a plusieurs manières de résoudre ce type de problème, et donc ils les ont vues même. Donc même s'ils suivent simplement le cours, en fait, ils ont plusieurs solutions possibles. Et puis on oppose donc cette pensée exagérée, linéaire, à une pensée dite en arborescence, pour les HPI, qui correspondrait au fait que l'élève aurait plein d'idées possibles, donc plein de pistes pour démarrer, et puis pour chacune de ces pistes, encore plein de pistes pour continuer, etc. À tel point même que parfois on prédit qu'il ne va pas réussir à faire l'exercice, tellement il sera submergé par toutes les solutions. Alors c'est pas du tout ce qu'on observe, d'abord parce qu'ils réussissent mieux que les autres, donc ils ne sont pas du tout perdus dans toutes les solutions, et ensuite parce que, encore une fois, les autres élèves n'ont pas une seule idée. En fait la réalité, c'est que tous les élèves qui comprennent la question ont une ou plusieurs idées, mais voilà, ça ne dépend pas de s'ils sont HPI ou pas. Et la seule chose qui est vraie là-dedans, c'est qu'en moyenne, les HPI ont plus d'idées, plus de possibilités de départ que les autres, mais entre lesquelles, normalement, ils savent sélectionner la bonne, ou une qui convient en tout cas, et pour répondre à la question. Donc c'est pas une différence qualitative, c'est pas deux façons de raisonner. En fait, il n'y aurait pas d'un côté penser en arborescence et de l'autre pensée linéaire. C'est faux, c'est plus que caricatural. Voilà, par contre, effectivement, plus d'idées, donc une plus grande profusion d'idées. Et après, ce qui différencie vraiment, du point de vue cognitif, les hauts potentiels, c'est en gros tout ce qui se trouve dans les tests d'intelligence, donc la mémoire, la vitesse, la qualité du raisonnement,
le vocabulaire, la compréhension des concepts, la facilité à apprendre de nouvelles choses, l'abstraction. Voilà, tout ça, ça rentre vraiment, dans la définition de l'intelligence telle qu'elle est mesurée par le QI et donc c'est très directement évidemment lié au potentiel. Après, il y a tout un tas de signes qui sont un peu du registre cognitif et qui sont plus ou moins significatifs du haut potentiel, mais on le comprend parce qu'il y a une composante d'intelligence. Par exemple, quelque chose qu'on cite souvent, c'est l'humour. Et le sens de l'humour, ça suppose aussi une certaine intelligence. Voilà, donc on peut comprendre qu'effectivement, s'il faut comprendre des jeux de mots, avoir plus de vocabulaire, être plus rapide et faire plus de liens, c'est un atout. Voilà, des choses comme ça. Parfois, on dit que, alors je sais, là on est entre le cognitif et le pas cognitif, mais on dit que les élèves à haut potentiel sont agaçants pour les enseignants. Et parfois, c'est simplement agaçant parce que parfois, ils ont réponse à tout, donc ils n'arrêtent pas de vouloir répondre à la place des autres, ce qui finit par être pénible pour l'enseignant. Et d'autres fois, c'est que ils ont été chercher d'autres informations que ce qui est directement dans le cours. Ils ont tendance à donner des réponses que l'enseignant voulait donner plus tard pour faire avancer son cours, donc ça peut mettre un peu le bazar dans sa Oui, progression. Donc et voilà, même, des fois des réponses, bien plus en avant, que ce qu'on a pu imaginer en tant qu'enseignant. oui, ouais, Enfin, c'est-à-dire que ouais. ça vient, déranger, j'ai envie de dire, notre posture, notre ego. Enfin, il y a quelque chose de qui effectivement qu'on identifie comme agaçant. Après, le tout est de savoir ce qu'on fait de cet agacement en se disant: «Beh, c'est pas de sa faute, enfin, c'est chez moi que l'agacement, est et pourquoi ça m'agace». Mais, concernant, ce vocabulaire, je ne sais pas si vous avez entendu, mais, et ça faisait écho Nyctalope, à une oui. voilà, voilà, exactement, cet enfant qui parle, d'un animal, nyctalope, et l'enseignante pensait que cet élève l'insultait, et voilà, je trouve que c'est assez illustratif de l'incompréhension qu'il peut y avoir, entre, un enseignant et un élève qui, bien bien en je n'ai pas l'impression que des enfants à haut potentiel aient envie je dirais, de dénigrer le savoir des autres. C'est juste qu'ils savent, donc ils, Oui, tout à ils fait. en parlent comme Mais tout autre enfant. ouais. On vient vous venez nous proposer les caractéristiques cognitives. Est-ce qu'il y en a d'autres, et est-ce qu'on passe, est-ce qu'il y a un fonctionnement social particulier ou pas? Hem, alors peut-être avant de parler du social, je peux dire peut-être un mot sur la personnalité parce qu'on a souvent en tête l'idée que les HPI devraient avoir une personnalité particulière et alors quand j'ai regardé un peu maintenant, il y a de plus en plus d'études et de méta-analyses même sur plein de sujets comme ça, comme, le perfectionnisme par exemple ou, des traits de personnalité assez particuliers et bon, pour dire le tableau très, très général. En fait, le plus souvent, on ne trouve pas de différence entre les hauts potentiels et les autres et quand on en trouve, c'est presque toujours «en faveur» entre guillemets des élèves à haut potentiel. Mais je vais préciser un petit peu, en prenant quelques exemples. Si on commence général, pour définir la personnalité, les psychologues qui travaillent dans ce champ-là, donc sur la définition de la personnalité, sont arrivés à la conclusion, c'est le modèle, c'est pas le seul modèle, mais c'est le plus courant, qu'on peut décrire la personnalité de quelqu'un avec 5 grands facteurs qui sont l'ouverture, heu, la conscience, si on est consciencieux ou pas, l'extraversion, l'agréabilité, ça si vous êtes chaleureux, sympathique et cetera et le névrosisme qui est de l'instabilité émotionnelle, plutôt du côté négatif. Et sur ces 5 grandes composantes, il y a eu beaucoup d'études pour voir si on différenciait les HPI des autres et en gros, il y a un seul des facteurs qui est différent, c'est l'ouverture, qui est plus élevé chez les HPI en moyenne. À chaque fois, il faut bien se souvenir que c'est des moyennes, bien sûr. Et l'ouverture, ça correspond à la curiosité, l'intérêt pour la nouveauté, heu, toute cette sorte de choses. Donc là, ça correspond là, pour le coup, assez bien à une idée assez répandue, qui est que les élèves à haut potentiel s'intéressent à plein de choses, posent toujours des questions, plus que les autres, parce que tous les enfants posent plein de questions. Voilà, veulent savoir pourquoi, ils se passionnent pour, des thèmes parfois, décalés par rapport à leur âge. Voilà, tout ça, ça correspond effectivement à ce tempérament et puis plus tard, chez les adultes, à cette personnalité. Hem
Après, on a étudié aussi des traits de personnalité plus spécifiques, dont certains pensaient qu'ils étaient liés au potentiel, comme le perfectionnisme ou l'hypersensibilité, ou la sensibilité, on peut dire. Pour le perfectionnisme, les spécialistes de cette question disent qu'on peut définir 2 sortes de perfectionnisme. Le positif, c'est celui qui fait que vous avez des exigences assez élevées pour vous-même et qui vous pousse donc du coup à faire mieux. Et puis le perfectionnisme négatif, qui est plutôt lié à l'anxiété, au fait que comme on est très exigeant, on n'est jamais satisfait et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et dans la dernière méta-analyse disponible, ce qui ressort, c'est que les HPI sont plutôt plus élevés pour le perfectionnisme positif et au même niveau que les autres en moyenne pour le perfectionnisme négatif. Donc ça, il n'y a pas d'effet négatif, mais c'est vrai que pour les aspects positifs, ils sont plus perfectionnistes. Et en fait, quand on y pense, c'est juste assez logique parce que simplement, ils ont conscience eux-mêmes d'être capables de faire plus et ils sont plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, en général, évidemment. Ça, toujours en général. Voilà pour le perfectionnisme. Mais on a un petit peu la même chose pour la sensibilité, parce qu'on est décrit parfois comme des êtres hypersensibles. Et en fait, dans la sensibilité, c'est-à-dire sensibilité extrême, c'est l'hypersensibilité, mais la sensibilité, c'est un trait de personnalité qui peut aller de très faible à très haut. Quand on regarde la sensibilité et s'il y a des différences entre HPI et les autres, là encore, on peut distinguer, alors il y a plein de, on peut distinguer plus que 2 facteurs, mais dans un des modèles, on distingue la sensibilité des aspects positifs et des aspects négatifs, là encore. Et on retrouve exactement la même chose que pour le perfectionnisme, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau que les autres, plutôt en dessous même, pour le perfectionnisme négatif, c'est-à-dire la difficulté à gérer ses émotions parce qu'elles sont trop fortes, par exemple, ou le besoin de s'isoler régulièrement parce qu'on a trop de stimulation. Ça, c'est pas plus élevé chez les hauts potentiels. Par contre, ce qu'on trouve plus chez les hauts potentiels, c'est la sensibilité du côté positif, qui englobe, du coup, c'est pas très étonnant, qui englobe notamment la sensibilité esthétique et des choses comme ça qui sont reliées en fait à l'ouverture. Voilà, donc ils sont plus sensibles dans un sens parce qu'ils recherchent peut-être des belles choses, tout ce qui est esthétique s'intéresse plus à l'art ou des choses comme ça, et ça fait partie de la sensibilité, mais ils n'ont pas plus de difficultés à gérer leurs émotions. Et pour ce qui est du social, c'est un peu pareil. Ouais. Oui, pour ce qui est du social, pareil, on a souvent supposé que les élèves à haut potentiel avaient des difficultés d'intégration et de relation aux autres. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est un sentiment de décalage qu'on peut retrouver et qu'on retrouve en fait chez toutes les personnes qui ont quelque chose de particulier. Oui, c'est Des gens ça, très c'est que grands. finalement, Ouais. c'est factuel. Oui, donc ils sont effectivement en décalage et donc il y a ce sentiment de ne pas être comme les autres, mais c'est pas en soi, c'est pas un problème. C'est un défi évidemment parce que c'est quelque chose à gérer en plus, mais c'est pas nécessairement un problème et ça dépend beaucoup de l'environnement. Mais quand on regarde dans les faits et globalement, encore une fois, toujours globalement, globalement, ils n'ont pas de difficultés particulières d'intégration, de socialisation, ils ne sont pas plus isolés que les autres, heu, ils n'ont pas un bien-être inférieur non plus. Après, j'ai pas regardé dans les études plus spécifiquement ce qui se passe en fonction des différents contextes, parce que c'est sûr que la vie est pas la même quand on est, si je prends, j'imagine quelqu'un qui habite en plein cœur de Paris, juste en face d'une école, comme, Louis le Grand, très, très coté, bah, oui, c'est sûr qu'il va pas avoir de problème d'intégration parce que tout le monde est à peu près comme lui. Quelqu'un au contraire qui a haut potentiel dans un milieu très défavorisé, où le fait de réussir, par exemple, en classe, c'est mal vu par ses camarades, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est sûr qu'il y a des environnements qui sont néfastes pour eux. Mais quand on regarde juste globalement sur toute la population, ils ne sont pas moins bien lotis que les autres. Voilà. Après, il y a eu des études qui regardent plus spécifiquement à certains âges, notamment pour ceux qui ont fait un saut de classe ou des aménagements de ce type. Et il y a quand même une période plus difficile au collège. Alors le collège, c'est difficile pour tous les élèves, C'est mais il ça. semble que ce soit Mmh. particulièrement difficile pour les HPI, alors que, au contraire, par exemple, par rapport aux pairs, on regarde s'ils sont bien acceptés ou pas. Ils sont plutôt bien vus par les autres à l'école élémentaire et au lycée, et plutôt moins bien vus au collège. Donc voilà. Oui, parce que différent. Enfin, ouais, Oui, voilà, oui. Ouais. ouais.
Au collège, on a besoin d'être, assez similaires, quoi. Alors de trouver des gens qui nous ressemblent. Ouais. Donc disons que pour résumer, je dirais que c'est pas un facteur de difficulté sociale en soi, mais en fonction du contexte, ça peut le devenir, effectivement. À vous écouter, je me dis qu'il y a pas mal, d'idées fausses à déconstruire. Enfin, vraiment, je me dis: «Waouh!» c'est on porte sur, ces enfants, des représentations, qui sont fausses. Et la 2e idée que ça m'évoque, c'est que, heu, du coup, c'est pas un trouble, on parle pas de diagnostic, mais quel est l'enjeu de d'identifier chez nos élèves ce haut potentiel? Pourquoi c'est important de l'identifier? Et ensuite on passera au comment. Ouais. Alors, bah, effectivement, souvent quand je fais des formations ou des conférences sur le haut potentiel, je commence par expliquer que tout ce qu'on croit de négatif, c'est pas vérifié par les données, donc c'est faux. Enfin, c'est faux, encore une fois, globalement, hein, toujours, faut bien garder ça en tête. Ensuite, je parle des résultats scolaires parce que alors là, pour le coup, c'est vraiment un des domaines où je suis le plus stupéfait du fait qu'il y ait pu avoir des légendes comme ça qui ont perduré très longtemps, où on pensait que les élèves à haut potentiel étaient à risque d'échec scolaire, alors qu'en fait, on a des données dans tous les pays du monde sur des millions d'élèves. En France, il y a eu au moins 2 études, une dans les années 60, je crois que c'était en 65, sur 165 000 élèves. Il y en a eu une en 2007 sur 35 000 élèves. Au Danemark, ils ont fait passer des tests à tous les élèves, pour lesquels on a donc, à la fois les mesures d'intelligence et tous les résultats scolaires. Et puis, bah, c'est dans tous les pays du monde, en fait, il y a des choses comme ça. Donc on a des données absolument massives et qui sont très, très, très nettes. C'est-à-dire que le QI, c'est un facteur, donc plus il est élevé, mieux c'est. C'est un facteur de réussite scolaire à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et dans toutes les disciplines, la seule pour laquelle le lien est vraiment presque nul, mais donc pas négatif non plus, hein, c'est l'éducation physique et sportive, pour laquelle il y a pas de lien, en résumé, il n'y a pas de lien entre le QI et mais même pour les arts, par exemple, c'est lié pour, voilà et vraiment toutes les matières. Donc c'est bizarre qu'on ait pu croire le contraire et alors souvent quand j'arrive là, les gens me disent: «Bon donc du coup, ils vont bien, émotionnellement ça va, socialement ça va, ils s'ennuient pas plus que les autres, ils réussissent bien, pourquoi on ferait quoi que ce soit pour eux?» Et en fait, il y a quand même des raisons de faire quelque chose, de mettre en place des aménagements pédagogiques. Une des raisons, c'est qu'ils vont pas tous bien. Il y en a qui vont mal et donc pour qui on peut faire quelque chose et c'est pas nécessairement qu'ils ont un trouble à côté. Ils peuvent aller mal pour plein de raisons différentes. Par exemple, liées à l'environnement, tout simplement. La Oui, c'est ça, deuxième parce raison que je veux bien vous interrompre parce que vous preniez l'exemple, à Essian, d'un enfant, avec un haut potentiel, dans un milieu, culturel, pas très favorisé. Comment un enfant se développe dans ce contexte-là, quoi? oui, il est un peu bridé, C'est ça. dans le meilleur des cas, il est bridé, sinon il peut être même harcelé, donc Mmh. Et du il coup, y a des réactions. l'école est une vraie, opportunité pour cet élève, justement d'aller nourrir son haut potentiel. Oui, tout à fait et parfois il faut Ouais, des aménagements parce que, c'est ça. certains Mmh. élèves, par exemple, quelque chose qu'on observe, c'est chez certains hauts potentiels qui ont une certaine conscience sociale suffisamment développée, c'est qu'ils comprennent assez vite que dans le milieu où ils sont, ils n'ont pas intérêt à être premier de la classe tout le temps et cetera. Ils font exprès, baisser enfin, ils ajustent, disons, leurs résultats scolaires pour pas se démarquer et donc ça donne des élèves qui font exprès de ne pas répondre au dernier exercice en mathématiques, qui rajoutent des fautes d'orthographe dans leur dictée exprès pour, juste pour pas se faire remarquer et rester dans la masse et bon, ça c'est un peu bon, en soi, c'est pas forcément dramatique, mais c'est quand même le signe de quelque chose qui va pas bien. Oui, ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'on va pas au maximum de son propre potentiel. Voilà et après donc je disais une des raisons, c'est que certains vont mal, mais bon ça veut dire qu'il faut s'occuper de ceux qui vont mal. Mais pour ceux qui vont pas spécialement mal, on peut quand même, invoquer une deuxième raison qui est pour l'élève lui-même, que si l'objectif de l'enseignement, c'est d'amener chaque élève à se développer, alors je dirais pas au maximum de ses possibilités, mais au maximum de ce qu'il a envie de développer ses possibilités, dans ce cas, les hauts potentiels sont pas nourris suffisamment
à l'école assez souvent et en fait, ils pourraient faire plus, ils pourraient aller plus vite, plus loin et quitte à s'ennuyer, au moins que ce soit pas parce que c'est trop facile et que ça va trop lentement. C'était le résultat de l'étude dont je parlais tout à l'heure, parce que dans cette étude, en fait, ils regardaient ce que ça faisait d'ajouter des aménagements pédagogiques pour les élèves à haut potentiel et ce qu'ils trouvaient, c'est qu'ils s'ennuyaient pareil, autant qu'avant, mais plus pour les mêmes raisons et donc bon, les auteurs étaient sans doute un peu déçus, mais leur conclusion, c'était quand même que ça valait le coup de faire ça, pour qu'ils s'ennuient pas parce que c'est trop facile ou trop lent, mais parce que ça les intéresse plus ou qu'ils ont envie de faire autre chose. Et puis la dernière raison qui est très souvent invoquée aux États-Unis, et je pense que peut-être ça choquerait un peu l'esprit français, c'est pour la société. Ils n'ont pas de complexe avec ça là-bas et ils disent: «Si on permet à des élèves à haut potentiel d'aller plus loin, plus vite et ben, ensuite, ça va faire des grands scientifiques, des grands ingénieurs pour nous et puis, ça va nous faire avancer», voilà. Et un Oui, exemple mais que je c'est effectivement, ouais, mais ouais, culturellement, on n'est pas là-dessus et je pense d'ailleurs que, heu, on se demandait au début, pourquoi ça peut agacer. Finalement, il y a quelque chose, en France où, c'était égalité. Voilà, il y a quelque part, il faut pas sortir du rang, ou là où on n'est pas du tout gêné aux États-Unis, de sortir du rang. oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en France, c'est que dans certains domaines, parce que personne n'est choqué si quelqu'un qui est fort en football ou au tennis, prenne des cours à côté, essaye de devenir champion et tout le monde trouve ça très bien qu'on le pousse, hein, ou pour la musique aussi, mais si c'est en mathématiques, par contre, ça choque. Bon. Alors un exemple que je donne pour illustrer ça souvent, c'est Terence Tao, qui est considéré comme, le plus grand mathématicien vivant par plein de mathématiciens, heu et bah, lui très jeune, ça a été assez évident qu'il était à haut potentiel. Et ses parents l'ont retiré du système scolaire pour lui faire l'école à la maison, beaucoup plus vite que ce qu'il aurait fait à l'école. Et il a tout fait beaucoup plus vite, ce qui fait qu'il a soutenu sa thèse à 19 ans, très, très tôt, thèse de mathématiques. Il a été le plus jeune professeur de mathématiques, je crois que c'est celui à Stanford, il faudrait vérifier, en tout cas dans une université américaine. Et tout ça, il a pu le faire grâce à des aménagements. Lui, a priori, il était très content que ça lui arrive, mais même sans parler de lui, simplement pour les États-Unis qui l'ont récupéré du coup, au minimum, même si on suppose que ça n'a rien changé d'autre, on a gagné quelques années de productivité de son cerveau. Et comme en plus en mathématiques, on est très souvent plus productif quand on est plus jeune, entre 20 et 30 ans, bah, c'était les bonnes années. Voilà, donc c'est au minimum, on y a gagné ça. Et bon là, les États-Unis parlent des États-Unis, mais on peut dire que c'est bien pour l'humanité entière qui ait eu ça. Mmh. Bah, merci d'ajouter cette composante, je sais pas pourquoi je fais ce lien-là, je fais le lien avec la vaccination où, on a un bénéfice pour la personne, mais aussi Ainsi pour pour le les bien autres. commun Ouais. et la société. Ouais, tout à fait. Donc merci, c'est une composante que jamais je n'aurais, imaginée et identifiée. Du coup, OK, on comprend l'enjeu, heu et pour la personne et pour, le collectif, mais concrètement, on propose quoi à ces élèves? Alors pour ce voilà, disons qu'il y a plusieurs grands types d'aménagements pédagogiques qui ont été étudiés, envisagés. Le premier qu'on aime bien parce que ça nécessite pas d'organisation au niveau de l'école ou de l'établissement ou au-dessus, c'est la différenciation pédagogique, simplement. C'est-à-dire qu'on organise les enseignements pour que chaque élève ne vive pas exactement la même chose, mais ils sont dans les mêmes classes, avec le même programme et cetera. Donc ça peut se traduire par exemple, je donne peut-être un exemple qui est cité dans l'ouvrage. Par exemple, on peut imaginer qu'on demande aux élèves d'une classe de présenter des résultats, par exemple sur la biodiversité et un élève peut-être plus avancé, donc on imagine HPI, mais en fait, c'est à prendre avec des nuances, mais a priori HPI, au lieu de lui demander de représenter les données qu'on lui a fournies, c'est un travail un peu routinier si on veut, on va lui demander à lui d'aller chercher comment on a obtenu ces données, à quel point elles sont fiables, des choses comme ça. Et ça peut donner quelque chose de très bien dans la classe parce que ça peut être complémentaire. Si certains doivent aller chercher d'où viennent les données, est-ce qu'elles sont fiables? D'autres les représentent, d'autres peut-être, en tirent les conclusions ou parlent des perspectives.
ça peut faire un triptyque intéressant, voilà, fait par 3 groupes dans la classe. Voilà, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire, et qui est de la différenciation. Alors le problème de la différenciation, c'est qu'on a beau dire, c'est quand même plus de travail pour les enseignants, donc ils sont un peu réticents. On leur demande déjà de s'adapter à toutes sortes de choses, et c'est compréhensible. En général, moi, quand j'en parle, ceux qui sont pas enseignants disent: «Mais non, c'est pas beaucoup de travail en plus», et ceux qui sont Mmh. enseignants disent: «Si, si, quand même», je vous Non, assure. mais tout à fait. Voilà, Non, je non, pense ouais, effectivement, la différenciation était un travail supplémentaire. ouais, La question qu'on peut tirer, c'est finalement la forme scolaire, en fait. Si dans sa classe, on on questionne cette forme scolaire et que on travaille plus en pédagogie de projet, on peut, du coup, nourrir les enfants là où ils sont, mais c'est une vraie question ouais, de forme scolaire, j'ai envie de dire. et l'idée donc si on est sur cette idée de différenciation, l'idée, c'est toujours de demander à l'élève HPI, plus d'abstraction, quelque chose de plus théorique peut-être, mais pas plus de travail du même type. Parce que, voilà, l'exemple qu'on donne, j'imagine par exemple à l'école élémentaire, on vient de découvrir les opérations posées, par exemple multiplication posée, leur demander de faire plus d'opérations que les autres, alors qu'eux ont compris déjà avant les autres et que ça devient ennuyeux assez vite, c'est une très mauvaise idée. Leur demander de faire des opérations avec plus de chiffres, donc les autres ont, des nombres à 2 chiffres et eux à 5 chiffres, ça n'a aucun intérêt parce que c'est la même chose juste en plus pénible. Donc ça, c'est pas une bonne idée, mais par contre, s'ils sont vraiment très en avance, on peut imaginer leur faire découvrir, par exemple, des numérations qui ne sont pas décimales. On peut leur faire découvrir d'autres types de numérations et montrer comment on peut faire des multiplications, en base 2 ou je ne sais quoi, voilà. Oui, Je c'est ça, ça ou comme ça. avec d'autres méthodes, Ouais, effectivement. À travers le monde, on n'a pas tous, les mêmes manières, de poser une multiplication. Ce que j'entends finalement, c'est de pas faire plus de la même chose, mais bien parce que ça, c'est de l'entraînement, donc à partir du moment où un élève, sait poser des opérations, a priori, il y a pas besoin qu'il s'entraîne plus. Par contre, c'est d'ajouter de la complexité, de ouais, l'abstraction, de faire des liens entre les choses, de mettre en rapport, des choses qu'on n'imagine pas, heu, aller ensemble. Je vais dire n'importe quoi, hein, l'art et les mathématiques, d'identifier, où on va pouvoir retrouver, un certain théorème dans certaines, œuvres, géométriques. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est, heu, c'est d'apporter oui, de la complexité. oui, c'est exactement ça, complexité et abstraction et pas plus C'est de ça. technique, Vous parliez de 2 types d'aménagement, différenciation Alors oui, en et fait, il y en a plus que 2, hein. ah, Différenciation OK. et puis, alors un qui a été testé mais qui est pas recommandé, donc je le cite quand même, mais c'est les regroupements. Alors il faudrait différencier si c'est regroupement dans la classe ou entre les classes et cetera, mais assez souvent les résultats sont mitigés. C'est-à-dire que si, par exemple, on prenait tous les HPI d'une école pour les mettre dans une classe spéciale qui va peut-être plus vite ou je ne sais pas, qui est des choses plus abstraites, en fait les Il y a résultats eu des sont classes, hein, comme ça, non? Enfin, ouais. des écoles, où on regroupait, ces enfants, HPI. Et alors, oui, les résultats sont un peu ambigus parce que d'un côté, OK. sur les résultats scolaires, ce que ça fait, c'est ça fait monter les compétences scolaires et les résultats académiques des HPI, mais ça fait baisser ceux des autres. On ne sait pas trop pourquoi. Je sais peut-être que D'accord. l'enseignant s'adapte au milieu de classe et donc a tendance à demander moins, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est là. Par contre, sur l'estime de soi, ça a l'effet inverse, donc c'est plutôt bénéfique à ceux qui ne sont pas HPI de plus avoir, une tête de classe, qui Ah, les écrase. OK. Mais sur les HPI, Mmh. évidemment, celui qui avait l'habitude d'être toujours, le premier, de réussir facilement et qui se retrouve en milieu de classe, voire en fin de classe, parce qu'il en faut bien aussi, C'est ça, ça exactement. On retrouve notre, donc bah, c'est un peu mitigé, du coup, c'est pas vraiment ce qui est le plus recommandé. Il y a encore 2 autres, types d'aménagement qui donnent des résultats plutôt positifs. Je vais commencer par le moins prometteur, sans doute. C'est tout ce qu'on appelle enrichissement. Alors là, je fais un classement qui est pas tout à fait le même que celui qu'on fait souvent dans l'éducation nationale, mais je me base sur la classification des aménagements qu'on trouve dans la littérature internationale. Alors tout ce qu'on met dans enrichissement, c'est quand on change rien à ce qui se passe ordinairement dans la classe.
mais qu'on rajoute quelque chose à l'extérieur. L'idée, c'est soit de nourrir intellectuellement les élèves par d'autres choses que ce qu'ils font en classe, et ça veut dire qu'il faut choisir évidemment des activités qui vont pas juste leur faire prendre de l'avance sur ce qu'ils vont voir en classe, parce que sinon ça on va empirer le problème les années d'après. Mais bah, voilà, un exemple qu'on donne parfois, c'est bon, je prends souvent des exemples en mathématiques parce que je viens de là au départ. C'est par exemple, on peut avoir le soir, je sais pas, un espèce de club de réflexion sur les mathématiques, où ils vont découvrir comment on applique les mathématiques à l'économie, par exemple. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas dans le programme scolaire, s'ils le découvrent à l'université, bah, ce sera bien pour eux. Et puis avant, bah, ça va pas poser de problème. Hem, mais ça peut être aussi, une autre, un autre intérêt de l'enrichissement, c'est pas juste intellectuel, cognitif, ça peut être aussi de rencontrer d'autres élèves qui leur ressemblent plus, avec qui peut-être ils vont nouer des liens plus facilement. Et ça peut être aussi parfois développer le goût pour, notamment le goût pour les sciences. Il y a eu comme ça une grande recherche, en Allemagne, où leur objectif principal était de donner envie aux jeunes d'embrasser une carrière scientifique parce que plus personne veut le faire. Voilà, et donc ça, c'était assez efficace. Et alors ça prend plein de formes différentes, ça peut être le soir, ça peut même dans certains cas, ça peut être dans l'école à certaines heures particulières. Peut-être, il peut y avoir par exemple des heures dédiées où certains élèves ont un accompagnement parce qu'eux ont des difficultés et puis les élèves HPI, au contraire, se retrouvent pour faire quelque chose d'autre. Et ça peut être aussi le week-end et ça peut être même pendant les vacances. Je sais que Mensa en Belgique, par exemple, organise des week-ends, une sorte de colonies de vacances pour élèves à haut potentiel où ils font plein de jeux, des choses comme ça. Et ça leur permet de se retrouver et peut-être d'avoir plus d'affinité avec d'autres personnes. Donc des fois, c'est des clubs d'échecs, ça peut être du théâtre, ça peut être voilà, toutes sortes de choses différentes. Voilà, tout ça, c'est enrichissement et on n'a pas trouvé d'effets négatifs dans les études disponibles, mais on a trouvé des effets positifs, à la fois sur les compétences scolaires, pourtant c'est pas ce qui est visé en premier, mais aussi sur l'envie de poursuivre une carrière scientifique, par exemple. Donc ça, c'est assez, voilà, c'est assez intéressant. Et puis le dernier, c'est l'accélération. Donc c'est le premier truc auquel on pense souvent, qui peut être simplement un saut de classe. Mais en fait, il y a différentes manières de faire. Par exemple, on peut avoir des accélérations partielles. Bon, après, il faut arriver à les organiser, hein. C'est pas forcément simple à organiser. Par exemple, un élève est en avance, mais que dans une matière. Ouais, mais ça exige du coup de synchroniser les emplois du temps des différents niveaux. Donc c'est pas forcément facile, mais c'est envisageable. Et parfois, ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait un saut de 1 an d'un coup, c'est qu'on peut avoir un contrat avec l'élève où, par exemple, on lui dit: «Toi, tu vas avancer plus vite que le reste de ta classe et tu vas faire tout le programme en 3 mois et si tu as réussi, dans 3 mois, tu te places dans la classe supérieure» et comme ça, il aura «raté» entre guillemets que 3 mois. Et sur l'accélération, ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup d'enseignants ont des réserves là-dessus et imaginent plein de choses qui pourraient mal se passer. Et en réalité, les études montrent que quand c'est fait prudemment, hein, parce que c'est évidemment pas pour tous les élèves à haut potentiel, quand c'est fait prudemment, vraiment globalement, c'est très positif. Alors il y a des cas il y a des cas qui se passent très mal. Il y a de temps en temps des élèves qui ont fait sauter une classe et qui sont obligés de redoubler après tellement ils sont complètement perdus. Ça veut dire que ça doit vraiment se faire prudemment. Il y a un outil disponible en ligne qui s'appelle le CADAPS, QADAPS, qu'on trouve facilement et c'est toute une série de questionnaires à remplir. C'est pas ça donne pas un score qui dit si oui ou non l'élève doit faire quoi que ce soit, hein. C'est simplement un questionnaire, voilà, qui permet de mettre à plat toutes les questions importantes à se poser avant d'envisager un saut de classe. Donc il y a plein de cas dans lesquels, des élèves qui seraient tout à fait capables de sauter une classe ne le feront pas. Heu, Ça peut être le 1er truc le plus évident, c'est quand l'élève a pas envie, par exemple, typiquement et qui ont pas envie. Bah, alors, il y en a qui ont pas envie juste parce qu'ils ont peur et ça, c'est pas forcément une bonne raison. Mais certains ont pas envie parce qu'ils trouvent que c'est très confortable d'être à l'école, de pas avoir besoin de beaucoup travailler, on réussit quand même et puis aller la récré avec les copains, ils ont pas du tout envie de changer quoi que ce soit. Donc dans un cas comme ça, voilà, oui, tout à fait, donc c'est un cas où il y a rien à faire. Parfois, il y a des élèves aussi qui sont perfectionnistes au point que s'ils sont pas premiers, s'ils ont pas 19 ou 20 à toutes les matières, pour eux, c'est une catastrophe et ils se sentent en échec, donc il vaut mieux, là encore, les laisser dans leur niveau souvent.
Parfois, il y a des questions familiales aussi, un cas qu'on m'a d'une collègue, qui était psychologue d'éducation nationale. C'était une famille où la plus jeune était HPI, mais pas la plus âgée des 2 sœurs. Elles avaient 2 ans de différence. La plus jeune avait déjà sauté une classe. Elle avait largement le niveau pour ressauter une classe, mais si elle l'avait fait, ça veut dire qu'elle se retrouvait dans la classe de sa sœur, qui est Oui, ça l'aînée, déséquilibrait les et rapports ça, de ouais, ça fratrie risquait de d'être, fratrie enfin, oui, ça risquait d'être tellement tout à fait. négatif pour la Mmh. grande sœur qu'ils ont préféré ne rien faire. Voilà, il y a plein de choses qui jouent, le développement émotionnel aussi, parce que, bon, si on saute encore plus de classes, il y a certains âges quand même où ça fait une vraie différence. Donc un élève, parce que les élèves à haut potentiel ne sont pas particulièrement en avance pour ce qui est du développement émotionnel. Donc, ils font leur adolescence, au même âge, et donc ils ont des centres d'intérêt, à part les centres d'intérêt intellectuels, quoi, qui sont à peu près les mêmes que ceux de leur âge habituellement, donc ça crée parfois un déséquilibre un peu embêtant. Des choses aussi bêtes que la taille aussi, ça compte chez les plus petits. Si un élève est particulièrement petit pour son âge et qu'on lui fait sauter une classe, il va se retrouver très, très petit par rapport aux autres, et là aussi ça peut poser des problèmes sociaux. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles il faut penser, mais quand tout ça est bien pensé et que tout est favorable et que l'élève a envie, en général, ça se passe très bien. Voilà, c'est le résultat des études, c'est ça, et on ne pourra jamais empêcher qu'il y ait pas des catastrophes de temps en temps et des gens qui ont sauté une classe et qui doivent, rétrograder, ça arrivera toujours. Oui, oui, Mais bah, donc faut être c'est le prudent. risque d'une décision et d'oser, Ouais, faire un pas dans une direction, j'ai envie de dire. voilà, et c'est une des premières choses maintenant dont on parle dans le vade-mecum, l'accélération, et c'est pas réservé au HPI. C'est-à-dire évidemment c'est un indice, un élève qui est HPI, il y a plus de chances que ce soit bon pour lui. Mais quelqu'un peut tout à fait être concerné avec un QI de 120 ou de 125, même s'il ne correspond pas au seuil, voilà ça. Mais finalement, à vous écouter depuis le début, je pense à cette idée de notre société qui veut aller vers une société plus inclusive, une école inclusive. Et inclusive, ça veut dire accueillir tous les profils qu'on a dans notre société. Et ces questions, finalement, qu'on mette un mot dessus ou pas, elles nous obligent, je trouve, en tant qu'adultes, à aller à la rencontre des enfants, de façon générale, pour comprendre comment ils fonctionnent et d'aller les nourrir là où ils sont. Et la rencontre avec ces élèves à haut potentiel, eh bien, je dirais, nous font sortir de notre zone de confort en disant, OK, bon, là, je vais pas leur faire le programme de CM2 alors qu'il est en CM1. Par contre, qu'est-ce que je peux lui proposer comme activité plus complexe, plus dans l'abstraction? Et finalement, n'est-ce pas le projet vers lequel on a envie d'aller, sur, notre école inclusive? Bah, il me semble, oui, que ça correspond très bien, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, un immense merci parce que, à écouter vos réponses, par chez moi, en tout cas, j'ai déconstruit pas mal de choses et de représentations sur les élèves à haut potentiel. Donc merci beaucoup pour, vos réponses. Ouais, je vous en prie.